Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans le cadre des reportages Église ouverte. Nous sommes à Dun-sur-Meuse, très exactement à Dun-Haut, et en compagnie de Pierre Bagot, ambassadeur de l'association Dun-le-Chastel. Bonjour Pierre. Bonjour Nanou. Alors Pierre, pourrais-tu te présenter pour nos Églises ouvertes et pour Dun-sur-Meuse? Moi je suis un enfant de Dun-sur-Meuse attaché à mon pays, donc c'est tout naturellement que j'ai rejoint l'association Dun-le-Chastel et aujourd'hui je représente cette association donc pour vous faire vivre une petite journée sur le site de Dun-Haut donc et de Dun-le-Chastel puisque c'était le premier nom de cette ville au Moyen-Âge. Tu connais très très bien Dun-le-Chastel et tu as d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages qui racontent l'histoire du site. Oui, tout à fait. En adhérant à l'association, bien sûr, je vivais sur Paris à cette époque. Bien sûr, ne pouvant participer à la reconstruction des remparts, j'ai fait le tour des musées, Chantilly, la Bibliothèque nationale de France, les archives militaires de Vincennes, et ayant accumulé un bon nombre de dossiers, j'ai décidé de réaliser un livre, bien qu'il y en ait eu d'autres avant, mais à cette époque-là, on n'avait pas les moyens techniques qu'on avait aujourd'hui, donc j'ai pu faire des reportages photographiques et faire un nouvel ouvrage inspiré quand même de toute la littérature qui est parue au fil des siècles précédents, enfin des deux derniers surtout. Nous sommes sur un site qui est étonnamment méconnu, mais c'est un site tout à fait exceptionnel. Il y a non seulement une église pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, mais également des remparts anciens. Oui, tout à fait. Alors ici, on est sur un promontoire qui se situe à 80 mètres à peu près au-dessus du niveau de la Meuse, de la ville basse. Donc ici, c'est un oppidum gaulois et qui s'appelait en fait Castrum Dunum, du nom romain. Et ici, c'était une vigie romaine. Donc l'histoire nous raconte qu'il y avait un camp romain à la côte Saint-Germain tout proche. Et d'ici, on pouvait surveiller pratiquement toute la vallée, du nord au sud, de Verdun à Stenay pratiquement. Et donc, ce fut un site toujours occupé depuis et on y a construit bien sûr au XIe siècle un château. Alors on est tout de suite frappé par l'église qui est très particulière parce que elle a un mur côté occidental qui semble fortifié et qui domine la vallée. Est-ce que tu peux nous donner des explications sur cette paroi occidentale? Oui, bien sûr. Alors, cet édifice est massif. C'est un style médiéval, ogival, donc de toute façon, avec une façade, un clocher qui est dépourvu de fenêtres d'ailleurs. Et d'ailleurs, on n'y voit même pas de rosace devant. Pourquoi? Parce qu'il faisait face à la vallée et donc face aux invasions et donc sujet à recevoir des projectiles. Or, cette église n'est pas classée dans le registre des églises fortifiées comme on en trouve beaucoup dans les Ardennes d'ailleurs. Mais son fronton est juste face au rempart à une dizaine de mètres pratiquement. Donc elle est très très massive, elle semble fortifiée, mais elle ne l'est pas. Précédemment, il y avait une église à l'arrière, qu'on appelait le Vieux Moutier d'ailleurs, et suite à la bataille de Crécy, Geoffroy d'Apremont et le duc de Luxembourg qui y participaient d'ailleurs, s'étaient promis que s'ils sortaient vivants de cette bataille, construiraient une nouvelle église pour remplacer la vieille qui commençait à vraiment abattre de l'aile. Dès 1346, débute la construction de cette église. Le nom de l'église, c'est Notre-Dame de Bonne-Garde. Est-ce que tu peux nous dire l'origine de ce nom? Alors Notre-Dame de Bonne-Garde, bien sûr, on va le voir tout à l'heure quand on va rentrer l'édifice, une chapelle lui est dédiée. Et en fait, Dun-Haut a subi au XVIe siècle un siège et surtout l'assaut de bandes de pillards lorrains d'ailleurs, qui sont passés dans la vallée qui est devant nous. Dun se sentait menacé et un siège a été monté ici pendant 3 mois et donc les habitants prenant peur ont cherché une solution en fait pour essayer de refouler l'ennemi, l'évacuer. À cette époque-là, il y avait une vierge dedans et ils ont décidé de la promener sur les remparts pour faire peur à l'adversaire. Effectivement, cette légende a perduré jusqu'à nos jours d'ailleurs, a permis quand les Anglais d'ailleurs qui menaient le siège juste en face pour la maison d'Autriche et le Saint-Empire, en fait, quand ils ont vu cette vierge sur les remparts, ont levé le siège parce qu'ils se sont dit face à Notre-Dame de Bonne-Garde, face à la Vierge là, il n'y avait plus aucun recours. Ils ont levé subitement le siège, on ne sait pas pourquoi, et ils ont disparu. Nous sommes sur le parvis de l'église. C'est un site très très beau avec des arbres, un parvis arboré. Notre-Dame de Bonne-Garde à Dun-sur-Meuse fait partie du réseau Église ouverte. Nous allons y pénétrer maintenant et découvrir cette petite merveille de l'intérieur. Mais
Peut-être tout d'abord, Pierre, peux-tu nous dire 2 petits mots sur ce porche d'entrée qui est couvert? Alors oui, ce porche est couvert et le portail est juste au fond. Alors au-dessus, il est masqué bien sûr, puisque à la Première Guerre mondiale, deux bombes sont tombées sur ce porche, une sur la chapelle Notre-Dame que nous allons voir et une ici. Donc il est arboré, on le voit, donc il est de forme ogivale. Avec un linteau fleuri dessus, on peut voir avec les vestiges que c'était un superbe portail en fait. Eh bien, je vous invite maintenant à rentrer. Nous allons découvrir l'église Notre-Dame de Bonne-Garde. Alors nous entrons par le côté sud, c'est une entrée latérale comme à Mont-de-Vansasset, et nous entrons dans cette église qui est une église de type halle, donc avec les bas-côtés qui sont pratiquement à la même hauteur que la nef principale. C'est une église qui est relativement grande pour un petit village finalement, une petite cité. L'église a été reconstruite ou en tout cas réparée après la Première Guerre mondiale. Pierre va nous expliquer ce qui s'est passé ici lors du grand conflit. Cette église a subi de nombreux bombardements aériens déjà, puisque l'aviation commençait à lancer des bombes. Et puis, quand les Allemands ont envahi, les Français, bien sûr, les ont canonnés. Et puis, surtout en 1918, en début novembre 18, l'armée des États-Unis est venue libérer, bien sûr, comme tout le monde le sait, l'Argonne et la Meuse. Et pour chasser les Allemands, il a fallu bombarder. Donc, c'est pour ça que le site a subi d'innombrables destructions. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous décrire sommairement l'intérieur de cette église? Alors cette église est assez longue, comme vous pouvez le voir. D'un bout à l'autre, elle fait pratiquement 80 mètres. On a une hauteur de 12 mètres maximum et 10 mètres de largeur. Alors comme vous le voyez, ici on a un vaisseau très très long, un transept court. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de se diriger tout doucement pour voir les chapelles adjacentes sur le côté et on vous en dire 2 mots. Nous voici au niveau du transept maintenant. Alors en se retournant un peu, on voit qu'on a 12 piliers, ça correspond aux 12 apôtres en fait. Et ce qu'il y a de remarquable sur ces 2 piliers ici, c'est que leur sommet est couronné au moment de décoration faite fleurie. Et celle-ci, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'on y voit des semelles et une hache. Ce qui nous montre bien que les confréries ici et les artisans locaux ont participé à la construction de ces églises, de cette église, comme on le trouve d'ailleurs par ailleurs dans d'autres édifices. Alors ce que je propose maintenant, c'est de se diriger vers la première chapelle, qui est la chapelle Notre-Dame de Bonne-Garde, qui s'appelle comme ça maintenant. Alors ici, on est devant Notre-Dame de Bonne-Garde. Dans sa partie basse, on voit la tête de l'enfant Jésus qui a été sauvée parce qu'à la Révolution, bien sûr, tout a été cassé. Toutes les statues ont été amenées dehors et ont été fracassées sur le pied des remparts. Il y a eu quelques récupérations, on va le voir tout à l'heure dans la chapelle d'à côté. Mais cette chapelle est superbe, comme vous le voyez, avec un autel. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on y voit des peintures qui sont pas mal effacées maintenant, mais surtout une première sculpture de notre sculpteur local Ipustegui, qui nous a réalisé un beau marbre qui a été réalisé pour la ville de Philadelphie d'ailleurs à l'époque, et qui est ici présente. Elle mérite vraiment plus qu'un commentaire, mais une vraie visite pour comprendre un petit peu l'histoire de cette sculpture. Vous voyez cet évêque qui meurt sur le trottoir, et dessus vous avez une jeune fille qui l'assiste alors que les passants, représentés par les bottes ici présents en bronze. Cette jeune fille ici, Ipustegui, a voulu représenter sa fille Céline, qui est morte très jeune et enterrée ici d'ailleurs. Alors cette œuvre d'Ipustegui est justement une œuvre majeure. Elle est réalisée en 2 matériaux, donc du bronze et du marbre blanc, et le contraste entre les 2 matériaux est vraiment très très fort et très puissant, très évocateur. L'œuvre a été considéré d'ailleurs comme d'un réalisme terrible. Ce marbre blanc représente la neige du trottoir sur lequel a agonisé l'évêque Neumann. C'est une œuvre très très forte d'Ipustegui qu'on peut découvrir à la galerie qui porte son nom dans le centre de Dun. Outre les pierres tombales que vous pouvez voir ici, qui sont magnifiques et qui sont classées d'ailleurs,
J'insiste une nouvelle fois sur la tête de l'enfant Jésus, parce quand les révolutionnaires ont cassé cette statue, la dame de compagnie de Madame Noguès, dont la maison se trouvait devant le clocher, a ramassé cette tête. Elle l'a conservée de longues années et l'a remise d'une génération d'ailleurs au curé de l'époque, et c'est pour ça qu'on la retrouve ici. Il y a une autre caractéristique ici, et je voudrais profiter d'être à cet endroit-là pour vous la montrer. Dunchâtel a été donné par Louis XIV au Grand Condé, donc c'était le Clermontois, il a fait partie du Clermontois. Et quand Condé est mort, en hommage au Grand Condé, toute l'église a été décorée d'un grand bandeau noir en signe de deuil, dont on en voit un morceau ici, une partie ici, vous la voyez, elle fait le tour de l'église. Là, je profite d'être à cet endroit pour vous montrer sans doute la plus petite chapelle, mais sûrement la plus riche aussi en décoration. Là, on voit que on est dans un style encore ogival, mais on est dans un style gothique flamboyant ici. On le voit avec toutes ces ogives, ces croisées en haut, et ces clés de voûte en haut. Elles sont très décorées, mais elles sont nombreuses et ça mérite vraiment un long moment d'attention pour pouvoir déchiffrer un petit peu tous ces écussons, ces têtes qui représentent donc les seigneurs qui ont vécu ici à Dunchâtel. Les seigneurs et les confréries également? Oui, alors il y avait 12 confréries à Dunchâtel à l'époque, et les confréries se sont attribuées pratiquement des chapelles et y ont monté des hôtels d'ailleurs, et ils venaient y faire leurs cérémonies bien entendu. Et la chapelle de la Sainte Trinité a fait partie de ces chapelles. Donc nous sommes du côté nord, nous allons maintenant découvrir les chapelles du côté sud, parce qu'il y en a également de ce côté, et ce ne sont pas les moins belles. Nous avons notamment dans ce qui était le transept, une première chapelle avec des niches creusées dans les murs et un petit retable du XIVe siècle, un petit retable peint, un petit relief peint. Est-ce que Pierre, tu peux nous expliquer? Alors cette chapelle ici est dévolue à Sainte Catherine et Saint Nicolas. Donc en fait, quand on a construit le château Adin au XIe siècle, il y avait une chapelle castrale qui s'appelait la chapelle Sainte Catherine. Et donc lorsqu'on a construit cette église ici, la condition c'était d'y rajouter les chapelles à la fin de la démolition du vieux Moutier et de la renommer Sainte Catherine et Saint Nicolas. Alors on y voit ici effectivement un triptyque, même si on ne voit que 2 pièces. Et ce triptyque a été retrouvé sous les remparts et il a été fracturé. A priori, il représente tous les apôtres. Malheureusement, la 3e pièce est manquante. Nous avons une seconde chapelle très colorée à cause des vitraux. Est-ce qu'on a des informations sur ces vitraux? Oui, alors ces vitraux-là ont été sauvés de la Première Guerre mondiale. Ce sont les seuls. Tous les autres ont été détruits. C'est une chapelle étonnante parce qu'elle est à 2 travées et elle est flanquée du côté oriental par un autel en bois peint avec un motif très très particulier qu'on retrouve dans plusieurs églises de la région, plusieurs églises ouvertes d'ailleurs, comme à Marville. C'est le thème du pélican nourrissant ses petits. Ceci est un retable qui vient de l'ancien prieuré des Minimes. Donc il est du XVe siècle celui-ci. Au-dessus, il est couronné par le pélican qui donne à manger à ses petits. Donc c'est un symbole de la religion et c'est le symbole de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc le pélican nourrit de ses entrailles ses petits. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce pélican justement est très très grand. L'autel en lui-même est très très imposant, avec des colonnes torses qui sont enroulées de ceps de vigne, oui, de feuillage et de grappes de raisin. Et tout en haut, ce pélican nourrissant ses petits dans leur nid fait certainement 1 mètre de haut. C'est de toute beauté. De l'autre côté, en face de ce retable, il y a un bas-relief tout à fait étonnant. Est-ce que Pierre, tu peux nous l'expliquer? Oui, alors moi je trouve que le parallèle est très intéressant avec le pélican l'autre côté et la scène, qui est une reproduction de l'œuvre de Léonard de Vinci et qui est datée du XVe siècle, celui-ci, je crois. Donc
Ce qui est marrant des fois à voir, hein, c'est que quand le soleil donne ici, il est très très coloré avec les vitraux filtrant le soleil ici. Ça nous donne des couleurs magnifiques et ça enrichit largement cette chapelle qui s'appelait la chapelle du Sacré-Cœur d'ailleurs et qui était rebaptisée la chapelle des morts. D'ailleurs, tout en haut, on voit une tête de mort sur la croisée des ogives ici. Oui, sur la clé de voûte. Nous sommes revenus dans le porche d'entrée et il y a une petite porte sur le côté que nous allons ouvrir et découvrir une chapelle tout à fait étonnante. Alors nous voici ici dans la première chapelle à l'entrée qui était à l'origine la chapelle Notre-Dame de Bonne-Garde. Alors cette chapelle n'a pas été restaurée à la fin de la Première Guerre mondiale. On accédait au clocher par un bel escalier ici qui a disparu, bien entendu, et on voit que la voûte n'a pas été refaite ici. Mais on voit dans l'angle ici l'emplacement de Notre-Dame de Bonne-Garde. Elle était située ici. Et on peut apercevoir une sculpture qui est vraiment magnifique ici, qui représente 4 donateurs en fait. Vous pouvez la voir ici, c'est une chapelle vraiment remarquable et c'est bien dommage qu'elle n'ait pas été restaurée à cette époque. Oui, elle est restée à l'état de ruine en fait et elle comporte, on y a rangé toute une série d'éléments qui doivent retrouver normalement leur place dans l'église et on attend bien entendu cette remise en place qui permettrait de redonner tout son lustre, tout son faste à l'église. On va s'approcher de ce petit bas-relief sur le côté. Malheureusement, vu l'état de dégradation de la chapelle, elle n'est pas accessible aux visiteurs, donc vous allez pouvoir bénéficier de la description du petit bas-relief en primeur, en priorité. Alors cette sculpture qui est dans le mur est sûrement une reconstruction en fait, mais elle a été remise à cet endroit-là et on y voit 4 personnages agenouillés, les mains jointes et qui a priori font don d'objets qu'on ne voit pas ici, mais dessus c'est extrêmement, les détails sont quand même très impressionnants puisqu'on y voit un grand couteau, on y voit un hachoir, ce qui pourrait nous faire penser que les artisans locaux, les confréries locales donc ont offert cette sculpture à l'église pour magnifier un petit peu cette chapelle. On se trouve ici devant le chœur. Et ce chœur était orné de vitraux fabriqués par les ateliers de Châtres de Charles Lorrain. Donc il date du XIXe siècle en fait. On ne voit plus qu'un seul aujourd'hui. Il a été refait par ces ateliers de Châtres, mais par le fils de Charles Lorrain, Nicolas Lorrain, et ça a été remis bien en place après la Première Guerre mondiale. Une chose très caractéristique également, ce sont les boiseries. Donc les boiseries avaient été démontées avant la Première Guerre mondiale, on les a sauvées et elles ont été stockées longtemps à l'évêché de Verdun. Elles ont été fabriquées par un menuisier local, un ébéniste local d'ailleurs, qui s'appelait Godet. Et elles ont été remises il n'y a pas très longtemps lors de la dernière restauration dans les années 90 ici. Le maître-autel également est classé ici. On aperçoit également un Christ donné par Ippostegui qui a été conçu en 1950. Et au-dessus de l'autel, on voit un couronnement avec des angelots qui est également classé, qui est assez caractéristique quand même, et qui est de style époque Louis XV. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de se retourner vers le fond de cette église. On voit cet ensemble d'ogives qui est remarquable. Et on aperçoit tout de suite, au fond de l'église, un ancien buffet d'orgue qui est classé et dépourvu de ses tuyaux aujourd'hui. Cet orgue date de 1710 en fait, même si on a des traces d'un premier orgue du XVIIe siècle avant. C'est Jean Boisard, qui était facteur d'orgue, a construit plusieurs orgues dans la région, mais je ne citerai que celui de Stenay qui était la réplique parfaite de notre orgue ici. Alors nous, on s'est intéressé à cet orgue puisque avec les dommages de guerre, bien sûr, il n'a pas été remonté. Et aujourd'hui, nous avons un projet que nous aimerions bien mener à son terme, c'est-à-dire redonner un faste à cet orgue. Le problème, c'est que restaurer un orgue aujourd'hui, ça coûte 350 000 euros, pratiquement comme celui-ci, puisqu'il y a 14 coffres, 96 tuyaux, je crois. Et donc, notre association et la mairie, aujourd'hui, on est en train de monter un projet. On espère bien pouvoir le mener à son terme. Il y a un projet de remise en place d'un fac-similé des tuyaux, et c'est un projet tout à fait nouveau, beaucoup moins coûteux, mais qui rendrait visuellement toute son ampleur à l'intérieur de l'édifice.
Dans cette nef également, on est frappé au pied de l'orgue par des piliers qui sont soit peints, soit sculptés. Est-ce que Pierre, tu peux nous donner quelques explications sur ces piliers tout à fait extraordinaires à Dun? Chaque pilier est orné pratiquement de peinture du XIVe siècle, XVe siècle, hein, bien entendu. Alors, il y en a qui est extrêmement remarquable. On a un monument funéraire ici, vraiment qui mérite une attention très très particulière. Sur un autre, on voit la chaire à prêcher, qui est également classée. Il y a deux piliers qui ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils possèdent les blasons de la ville ancienne. Avant d'avoir le blason du duché de Bar, hein, on avait un blason du duché de mi-Bar, mi-Apremont. Alors c'était des familles qui se sont associées par mariage, donc ce blason était coupé en deux, mi-sire d'Apremont, mi-duché de Bar. C'est vraiment caractéristique et vraiment beau à voir. Et sur un des blasons, encore ici, vous voyez le blason des sires d'Apremont ici, une peinture d'époque, hein, qui est visible à nouveau depuis qu'elle a été restaurée. Donc là, on est à nouveau entre les piliers, les deux premiers piliers qui encadrent le porche d'entrée. Vous trouvez donc le blason, mi-Bar, mi-Apremont ici. Ici, le premier blason de la ville avant 1377 qu'en fait. Alors 3 tours, pourquoi? D'abord il y a 3 tours circulaires sur la forteresse et c'était le blason en fait des bourgeois de Dun et du prieuré en même temps qui se trouvait à l'extérieur de la forteresse. On peut remarquer également ici deux choses qui sont quand même assez extraordinaires, c'est deux bénitiers. Alors, ce sont des vrais bénitiers. Ils ont été ramenés des colonies par un médecin principal qui s'appelait Renard d'ailleurs et offerts à l'église de Dun. La dernière partie importante de l'église à voir, ce sont les fonts baptismaux, dont la grille, vous voyez devant vous, qui est assez riche quand même en décoration et qui est classée également. Donc avant la partie arrière, la façade, c'était une immense peinture qui a disparu avec le temps, bien entendu. Et vous voyez ces sculptures très très riches qui sont bien abîmées aussi. En fait, on représente le diable en dessous et le baptême de Jean. Ouais, donc on est ici devant le pilier le plus riche en fait en décoration et en sculpture. Alors ici, on retrouve un super monument où on trouve les 4 évangélistes, là, Moïse avec les tables de la loi en dessous. Mais ce monument, s'il n'est pas restauré rapidement, je crois qu'il va disparaître. Et ce serait une perte irréparable parce que ce pilier sculpté, ce monument accroché au pilier est absolument exceptionnel, mais il est fissuré de toutes parts et il nécessiterait une restauration d'urgence avant de s'effondrer. Il y a également un dossier, une demande en cours pour le restaurer. De nouveau, là, on attend l'aide de la Fondation du patrimoine et de la DRAC, mais une partie pourrait être prise en charge, une aide pourrait être apportée, comme pour l'orgue, par l'association Dun-le-Châtel, qui œuvre énormément à la conservation de cette église. Pour visiter l'église Notre-Dame de Bonne-Garde de Dun-sur-Meuse, bien entendu, vous rendre sur le site internet d'Église ouverte en premier lieu, ça c'est le premier bon réflexe, www.égliseouverte au pluriel sans accent sur le .eu. Vous aurez toutes les informations sur les horaires d'ouverture et une petite description de l'église, quelques illustrations bien utiles. Les autres églises ouvertes à proximité, ça c'est le principe du réseau Église ouverte. Et puis pour les visites, soit tout l'été en juillet, août, les après-midi où des guides sont sur place, soit sur rendez-vous, toute l'année sur rendez-vous, vous pouvez obtenir une visite pour vous-même ou pour un groupe. Et je vous rappelle le numéro de téléphone d'Église ouverte, 06 43 15 00 80, ou donc le site internet. À bientôt!